Monsieur Luc Michel, vous êtes des géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, le Sénat américain a adopté de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Sénat américain a adopté également une loi autorisant la livraison d'armes létales à l'Ukraine également. Et y réagissant, la Russie a menacé samedi de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis. Vous, comment commentez-vous ce qui se passe actuellement entre Washington et Moscou, s'il vous plaît? Mais c'est assez simple, c'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être dans une précédente interview pour le G20 de Brisbane, j'avais dit que nous rentrions dans une configuration de guerre froide, on y avance à grands pas. Je voudrais tout d'abord faire une remarque parce qu'on lit sur beaucoup de sites internet de fausses analyses. Je lisais encore ce matin que nous étions proches de l'apocalypse. Les gens pensent qu'on est proche d'une troisième guerre mondiale. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train d'entrer, c'est dans une nouvelle guerre froide, comme elle a existé entre les États-Unis et l'Union soviétique jusque l'effondrement de l'URSS. Certains analystes comme moi nous disons d'ailleurs que cette guerre froide ne s'est pas arrêtée et qu'immédiatement elle a continué contre la Fédération de Russie. Quelles étaient les caractéristiques de la guerre froide? C'était la course aux armements, c'était le containment, comme disaient les Américains, c'est-à-dire l'isolement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils essayent de faire en tout cas avec la Russie. Et alors la troisième chose, c'était que la guerre froide n'empêchait pas ce qu'on appelait des points chauds, c'est-à-dire des points soit de confrontation directe entre Russes et Soviétiques, ou des points où les alliés des uns et des autres s'affrontaient. C'est là-dedans qu'on est entré. La déclaration du Sénat, donc des congressistes et du Sénat américain, c'est une déclaration de guerre à la Russie. C'est clair et net. On a simplement évité, parce que John Kerry s'est rendu compte qu'ils allaient très loin, on a simplement retiré de la déclaration le fait que l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie étaient des alliés privilégiés de l'OTAN. Ça n'a pas été gardé dans la résolution finale, mais tout le reste est en place. À quoi assiste-t-on? Mais d'une part, c'est bien entendu les sanctions qui sont une forme de blocus. On dit sanctions maintenant, on disait blocus contre Cuba en 1960 ou on disait blocus contre la Libye en 1991, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la première chose. Les Américains sont évidemment très à l'aise avec ça puisque le commerce entre les États-Unis et la Russie est très faible, mais que par contre, il est très important entre l'Union européenne et la Russie, qui sont les deux principaux, respectivement leurs principaux partenaires économiques. Les Américains font donc d'une pierre deux coups avec les sanctions. Ils frappent leur ennemi géopolitique qui est la Russie et ils frappent leur ennemi économique qui est l'Union européenne et l'euro. Il faut savoir qu'il y a depuis maintenant le milieu des années 80, il y a une guerre économique entre les USA et l'Union européenne et depuis que l'euro existe, c'est-à-dire maintenant plus de 10 ans, il y a une guerre financière des monnaies entre l'euro et le dollar. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, évidemment, du blocus, c'est que le blocus ne concerne pas uniquement la Fédération de Russie. Il concerne aussi, si vous voulez, ce qu'on pourrait considérer comme ces points avancés en Europe, c'est-à-dire les petits États autoproclamés qui se placent donc dans la ligne géopolitique de Moscou. Le premier, c'est ce qu'on appelle la Transnistrie en Occident. C'est un nom qui est inexact, c'est en fait la République moldave de Djenster, capitale Tiraspol. C'est un État de facto depuis 1991 qui s'est séparé de la Moldavie. Il y a une force de la paix, donc des casques bleus, dans le cadre d'accords internationaux russes qui sont là. Eh bien, depuis le début, depuis que la crise ukrainienne est passée au stade, donc au putsch de février 2014, où les pro-occidentaux ont pris le pouvoir, la Transnistrie est sous blocus économique total. C'est une zone enclavée à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Deuxième entité dont on organise le blocus, ce sont ce qu'on appelle la Novorossia, c'est-à-dire les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk,
qui se sont séparés au mois de mai 2014 de l'Ukraine. On est en train d'organiser un blocus total, blocus des frontières avec la construction de murs, avec la mise en place de forces militaires de blocage, blocus économique, et qui n'a pas hésité, ce sont des citoyens qui sont, au regard de ce que Kiev raconte toujours, des citoyens ukrainiens, eh bien, on a confisqué tous leurs avoirs. C'est-à-dire que tous les comptes bancaires des républiques de Donetsk et de Lugansk dans le système bancaire ukrainien ont été en fait de facto confisqués. Le blocus concerne aussi les médicaments, les produits de première nécessité. Tous nos auditeurs ont vu les grandes missions humanitaires russes, ces centaines de camions qui apportent des biens de première nécessité à Donetsk et Lugansk, c'est pour répondre à ce blocus. Deuxième chose qui est en train de se lancer, dans tous les États périphériques de l'ex-Union soviétique, qui sont maintenant à la frontière donc de la Fédération de Russie, l'OTAN et les Américains relancent la guerre froide, c'est-à-dire des régimes hostiles. C'est le cas en Ukraine, il n'y a plus besoin d'en parler. C'est le cas en Moldavie, où un régime pro-occidental minoritaire, malheureux, s'est emparé du pouvoir suite à une révolution de couleur en 2012, et depuis, la politique est une politique d'opposition à la Russie, en sachant que la Russie est le principal débouché économique des produits agricoles moldaves, la Moldavie ne produisant rien d'autre. Troisième zone où on relance la confrontation, c'est la Géorgie, bien entendu, où de nouveau on mène une politique hostile contre deux autres républiques autoproclamées reconnues par Moscou, qui sont l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. On est donc dans un schéma de guerre froide. Ce schéma de guerre froide, évidemment, il ne concerne pas uniquement la Fédération de Russie, puisqu'on commence à voir des mesures hostiles qui sont mises en place contre la Chine, et en particulier, il y a eu cette révolution de couleur qu'on a lancée à Hong Kong, qui a échoué, ce qu'on a appelé la soi-disant révolution des parapluies, qui est financée par George Soros, le financier des révolutions de couleur, et qui est un premier test d'attaque contre la Chine. Hong Kong étant la grande plateforme économique par où lequel se déploie une grande partie de la finance et de l'économie chinoise. Voilà à quoi correspond la déclaration donc des congressistes américains. Parallèlement à ça, il y a une relance de la course aux armements, le but étant d'épuiser l'économie russe, l'économie chinoise, mais aussi de faire de très grands marchés, de grands bénéfices au lobby militari industriel américain. C'était déjà le but de la précédente guerre froide, quand Reagan a lancé la course aux armements au début des années 80. Face à ça, il y a évidemment une réaction russe, c'est-à-dire que depuis le discours du Club Valdai, il y a 7 semaines, le discours à l'état de la nation il y a quelques jours de Poutine, la Russie veut visiblement, officiellement redevenir non plus une puissance régionale, mais une grande puissance mondiale. Cette puissance entend être le challenger de la superpuissance américaine, et la Russie est en train de se redéployer. C'est-à-dire que la Russie maintenant est présente depuis maintenant plus d'1 an en Amérique latine. Il y a notamment eu la grande tournée de Lavrov en Amérique latine il y a quelques mois. La Russie est évidemment présente dans tout l'espace eurasiatique, avec des alliances à la fois militaires et diplomatiques, le groupe de Shanghai, l'Organisation du traité de sécurité collective et l'Union eurasiatique économique. Ça ne s'arrête pas à ça, puisque la Russie est aujourd'hui non pas le moteur économique, mais le moteur, je ne dirais pas idéologique, mais politique des BRICS. Il y a cet ensemble des BRICS qui n'existait pas au temps de la première guerre froide. Les Américains oublient ça. Et alors, la Russie maintenant regarde vers 2 autres zones. Elle a visiblement choisi de revenir en Afrique. À la chute de l'Union soviétique, les Russes avaient totalement disparu de l'Afrique, à part en Libye. Eh bien, les Russes maintenant entendent revenir dans toute l'Afrique. Il y a une politique russe pour l'Afrique. Et la Russie entend aussi être de plus en plus présente au Moyen-Orient. Cela va intéresser évidemment votre pays, l'Iran, puisque il y a eu une implication maintenant de la Russie au Liban.
Il y a notamment eu la rencontre entre l'adjoint de Lavrov et Nasrallah du Hezbollah il y a quelques jours au Liban. La Russie soutient de plus en plus le gouvernement de Bachar el-Assad et la Russie, visiblement, regarde avec plus en plus de sympathie votre pays. Si je peux donner un signal test, vous saurez que la guerre froide est totalement repartie le jour où la Russie fournira à la Syrie et à l'Iran des systèmes de protection antimissiles SS-300 ou SS-400. Ça, ce sera le grand test de la politique. Voilà donc la configuration. Les Américains... Monsieur Michel, quelles seront ces mesures de rétorsion contre les États-Unis dont parle la Russie? Bah, écoutez, elles sont en nombre, parce qu'il faut quand même savoir un certain nombre de choses. La Russie a commencé à préparer des contre-sanctions. Elle en a déjà appliqué contre l'Union européenne. Qu'est-ce que ça sera? C'est assez simple. Ça sera notamment la création d'un système de cartes bancaires propre à l'Union économique eurasiatique. Ça veut dire que les grandes firmes financières Visa, Mastercard qui sont américaines, évidemment, vont perdre beaucoup d'argent. La deuxième chose, ce sera évidemment, c'est en route aussi, ça sera de déconnecter la Russie du système GPS. Vous savez que les Russes ont maintenant un système alternatif. Il y aura également d'autres choses, évidemment. Il y aura vous savez que les sanctions, c'est aussi des interdictions de se déplacer pour un nombre très important de politiciens, de députés, de financiers, d'hommes d'affaires. Eh bien, la Russie a déjà une liste noire d'hommes d'affaires américains. Elle va être, on parle d'une liste 10 fois plus importante, en sachant que si les États-Unis échangent peu commercialement avec la Russie, les grands groupes multinationaux à direction américaine font également des affaires là-bas. Une autre des mesures, elle est en route également depuis plusieurs mois, ça sera de dédollariser les ventes de gaz et de pétrole. Encore actuellement, les ventes de gaz et de pétrole se font en dollars. Et là, elles se feront en monnaie nationale. C'est très intéressant pour l'Iran, par exemple. C'est très intéressant pour beaucoup de pays de l'OPEP. C'est très intéressant pour un pays comme le Venezuela qui est au bord de la faillite à cause de la dollarisation des échanges pétroliers. Et c'est évidemment, vous noterez avec intérêt, que les Chinois également sont partants là-dedans. C'est une demande chinoise depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, la dollarisation des ventes de gaz et de pétrole? Ça veut dire que celles-ci suivent la fluctuation du dollar et suivent l'effondrement de l'économie américaine. Pourquoi des pays comme le vôtre, l'Iran, pourquoi le Venezuela, pourquoi la Russie a des problèmes économiques? Il n'y a pas que les sanctions, il y a simplement le fait que le prix du baril de pétrole ou le prix du mètre cube de gaz actuellement est en chute libre à cause des manipulations monétaires du dollar. Ça, c'est une série de mesures. Il y en aura évidemment une autre, c'est-à-dire que diplomatiquement, on peut s'attendre à ce que la Russie, de plus en plus, se dresse face aux États-Unis. Il va y avoir d'ailleurs un test dans quelques jours. Vous savez que les États-Unis, qui viennent d'être pris avec le fameux rapport sur la torture de la CIA, ces gens qui enlèvent des citoyens, notamment européens, qui ont des prisons secrètes, qui torturent, qui assassinent, donnent des leçons à des pays, le vôtre, mais pour le moment, le grand dossier, c'est la Corée du Nord. Le dossier de la Corée du Nord va passer au Conseil de sécurité. Le test, évidemment, ça sera de voir dans quelles conditions la Russie et la Chine mettront leur veto à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Ça, c'est un ensemble de choses. Maintenant, est-ce qu'une possibilité de marche arrière va exister? Moi, je ne pense pas. Parce que depuis, non pas quelques semaines ou quelques mois, mais depuis 2012, le lobby militaro-industriel américain veut absolument la reprise de la guerre froide, pour des raisons notamment économiques. Donc je pense que ça n'ira pas mieux. En Russie, le leadership russe est excédé. Même les partisans, ce qu'on appelle les libéraux du gouvernement Poutine, même les partisans d'une entente en Occident en ont assez. La dernière chose, et j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire donc une troisième guerre mondiale. Si vous voulez bien, je terminerai là-dessus.
Il y a actuellement des géopoliticiens américains, comme George Friedman de Stratford, par exemple, le grand think tank américain, qui envisagent une troisième guerre mondiale. Ils l'envisagent entre 2050 et 2070, et à ce moment-là, ils espèrent que la Fédération de Russie et la Chine n'existeront plus en tant que puissance géopolitique, qu'elles se seront effondrées. Et la troisième guerre mondiale qu'envisagent les Américains, c'est avec les puissances dont ils espèrent qu'elles remplaceront la Russie, qu'elles remplaceront la Chine, qu'elles remplaceront votre pays également. Voilà. On est dans un rêve géopolitique qui s'exprime dans un slogan pour un 21e siècle américain. Tous les politiciens américains, que ce soit les néoconservateurs qui dominent le Parti républicain ou les conseillers d'Obama au Parti démocrate, n'oubliez pas qu'il y a dedans Brzezinski, l'auteur du Grand Échiquier, il y a Soros qui est le conseiller financier d'Obama. Tous ces gens veulent la confrontation, veulent l'effondrement de la Russie puis de la Chine, de façon à maintenir leur domination mondiale. Le pas qu'a fait le Congrès américain vers la nouvelle guerre froide, c'est un pas important dans cette stratégie de confrontation mondiale.